Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash crypto. Tous les investisseurs altcoins ces dernières années ont connu énormément de frustration, énormément de déception. On a le sentiment qu'il n'y a jamais eu vraiment d'altcoin season et c'est le cas, en tous les cas pas d'altcoin season comme on a connu en 2020-2021, voire comme on a connu dans le cycle encore d'avant en 2017. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un signal très très important pour avoir une altcoin season. C'est un signal, la dernière fois qu'il a flashé green, c'était en 2020, imaginez, et ce signal réapparaît 6 ans après. Normalement, on a une cyclicité tous les 4 ans au niveau des altcoins. Avec la Bitcoin dominance qui s'effondre, et ben vous allez voir que ce signal, il n'a jamais flashé green durant les dernières années, de 2022 à 2025. Et là, il est en train de basculer. Est-ce qu'on va avoir une altcoin season décalée par rapport à tous les autres cycles? C'est complètement possible. En tous les cas, c'est ce qu'on va aller voir sur ce signal. Et sur la partie graphique, on va aller voir, vous verrez, on va faire une analyse years to date. Donc, c'est voir un peu différents altcoins Bitcoin depuis le début de l'année. Donc, pour commencer dans la série, ça ne mange pas de pain, n'hésitez pas, c'est très très important. On est en train de relancer la chaîne, ça fait quelques jours. Merci beaucoup pour les soutiens, mais n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est très très important pour relancer cette chaîne. On redémarre à zéro. Et comme je le dis souvent, ça ne mange pas de pain, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Donc après Anthropic, OpenAI officialise ses intentions d'introduction en bourse. L'entreprise derrière ChatGPT, qui s'est fait griller la politesse la semaine dernière par son rival Anthropic, a officialisé lundi son projet de cotation à Wall Street. Donc moi, ce que j'adore, c'est le vocabulaire. Après Anthropic, c'est au tour d'OpenAI d'annoncer son entrée en bourse. L'entreprise derrière ChatGPT a déposé lundi son projet confidentiel de cotation à Wall Street. C'est le côté confidentiel. Et Anthropic aussi, c'était confidentiel, mais ils font des articles dans la presse et tout ça. Mais chut, c'est confidentiel, attention. Donc il y a une espèce d'effervescence au niveau des introductions en bourse. Ce que j'ai lu aussi, c'est que OpenAI, ils veulent rentrer en bourse dès le mois de septembre. Donc peut-être qu'ils vont un peu temporiser, voir comment ça se passe pour SpaceX. N'oubliez pas, c'est dans 3 jours. Et Anthropic n'a pas donné vraiment de date, de jalon par rapport à leur introduction en bourse, mais avant la fin 2026. Et en général, vous verrez, c'est en fonction des conditions de marché. Si vous avez l'introduction en bourse qui s'effondre, si vous avez l'intelligence artificielle qui s'effondre dans les prochaines semaines, prochains mois, vous verrez qu'ils vont décaler leur introduction en bourse en 2027. C'est le cas de beaucoup d'introductions en bourse largement attendues qui devaient déjà avoir eu lieu, comme Kraken, comme beaucoup de projets dans les secteurs des cryptos, qui sont repoussés à plus tard compte tenu des conditions de marché. Donc, au niveau du pétrole, c'est pas mal. Ça traduit une relative, on va dire, quand même sérénité par rapport à ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Regardez, en une semaine, on était quasiment on était à 100, on se rapproche des 90 $. Donc ça, c'est toujours positif. On a le pétrole qui a l'air de tomber. On a l'impression, est-ce qu'on a fait un double top sur les 120 et qu'on est en train de replier? En tout cas, le pétrole n'arrête pas de chuter sur les marchés. Au niveau du Quakers, l'ami CAC 40, bah, il se comporte pas trop mal, plus 0,88. Ce que je voulais vous montrer, c'est Capital B. C'est un projet que j'aime bien. C'est un petit stratégie français. Et très très important quand vous êtes sur un actif de ce type. Si vous êtes rentré il y a 5 ans, ça valait 10 centimes. Et si vous aviez vendu il y a pile un an, c'était monté à 5. Donc on parle souvent des projets qui font des fois 30, fois 50. Il a fait fois 50. Maintenant, si vous rentrez dans la FOMO, dans la folie, peut-être il y a des gens qui sont rentrés il y a un an. J'espère que vous n'en faites pas partie. Mais si vous êtes rentré il y a un an, bah, vous êtes à moins 90%. Donc ça, c'est un peu comme dans les projets crypto. Des fois, en commentaire, il y en a qui me disent, quand je parle d'un projet qui rebondit, ils me disent, oui, mais on est toujours à moins 90. Bah, je suis désolé, les gars, si vous rentrez à chaque fois sur les points hauts, même sur une valeur qui a fait x50, bah, je suis désolé, vous rentrez à 5 et quelques ici, il y a un an. Voilà, dans la folie, le marché commençait à rebondir, souvenez-vous, on repartait sur le Bitcoin à 120 000 $. Les gens étaient en folie, on se disait que ça allait beaucoup plus haut, et vous achetez du capital B à ce moment-là, bah vous perdez 90% de votre valeur. Voilà. Donc c'est important, on en reparlera. Je pense qu'il y a des belles choses à faire. C'est en train de latéraliser pas mal. Grosse phase d'accumulation qui se met en place, même si ça continue à chuter. Voilà. Donc on en reparlera à un moment donné, au moment voulu. Je pense que ça fait partie des projets que je vais présenter à la CPT Université, peut-être même dès ce jeudi. Parce que je pense que si on est un peu malin, un peu canaillou, en mode chacalitos, eh ben, il y a des belles choses à faire sur ce titre. Et petite parenthèse, parce que j'en parle beaucoup côté bourse, Essilor Luxottica, c'est une valeur que j'aime énormément, qui est en train aussi de se stabiliser après avoir perdu 50%. Donc assez intéressant, on verra si ça continue ou
Est-ce qu'il y a un rebond éventuellement en cours sur cette petite valeur? Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est Xiaomi, donc Mimo, qui est 15 fois plus rapide que ChatGPT et Claude. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, tout le monde et tous les projecteurs sont sur Anthropic et sur OpenAI qui vont rentrer en bourse. Les Chinois ne communiquent très très peu, mais ils ont des cartes qui font des performances de fou et ils sont en train de rattraper leur retard. Souvenez-vous, c'est comme pour la 5G. À un moment donné, les États-Unis leur avaient interdit, leur avaient mis des bâtons dans les roues. Ils ont dû se débrouiller pour créer leur propre puce. À un moment donné, les États-Unis mettaient la pression sur la Chine pour que Nvidia ne leur vende pas des cartes graphiques et tout ça. Et ben, ils sont en train de développer leur propre infrastructure pour l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, voilà, ça bosse dur. Peut-être qu'ils vont même dépasser les acteurs traditionnels et venir faire de la concurrence aux acteurs comme ChatGPT et Claude. Ensuite, Humanity Protocol qui chute de 85%. Est-ce que donc il y a eu une exploitation de clés privées? Après, c'est un typique, ce projet-là qui sort de nulle part, qui a fait x50 et ensuite qui fait moins 90%. On va aller voir ça qui repart aux oubliettes. Je vous ai dit ces derniers temps, quand on regardait la map du top 100, on voyait ce projet-là. Je vous ai dit, moi, je veux même pas savoir ce que c'est. Il semblerait que c'est du WorldCoin, mais avec les empreintes digitales. Mais surtout, c'est peut-être l'équipe, voilà, qui a fait un pump, qui a fait pumper le titre, et ensuite un exploit qui l'a fait complètement rechuter. Le truc était dans le top 50, même top 40 à un moment donné. Il est largement sorti du top 100. C'est une mauvaise nouvelle. J'espère que vous n'avez pas rentré. Encore une fois, on a parlé de Capital B. J'espère que vous n'êtes pas rentré en mode FOMO sur ce titre. À chaque fois, je vous ai dit, je ne veux même pas savoir ce que c'est quand on les voit dans le top 100 et en gros avec des plus 70%. On a vu ça pendant des jours et des jours. Je pense que c'est la règle d'or de ce secteur des cryptos, c'est savoir ne pas courir après ce genre de projet qui, on le voit pendant plusieurs jours exploser, et c'est ce qu'ils veulent, hein. Ils le font exploser pendant plusieurs jours, et à un moment donné, ça s'auto-alimente. Il y a des gens qui ne cherchent même pas à savoir ce que c'est, qui se disent, waouh, le truc fait des 50% par jour. Je rentre, et à un moment donné, vous rentrez, bizarrement, le truc, il fait moins 90. Donc là, c'est un exploit, mais vous verrez que je suis sûr qu'il y a d'autres raisons, c'est peut-être même l'équipe derrière. Souvent, vous avez trois, quatre adresses qui ont 90% des tokens. Alors que ça, c'est hyper intéressant parce que dans le contexte actuel, absolument tout le monde est en train de venir. Ça commence même à me faire peur. À un moment donné, quand il y a un consensus et tout le monde dit du bien d'un token, moi, je trouve que ça devient risqué. Voilà. Donc, on a plein, plein de gens qui nous disent qu'Hyperliquide, c'est exceptionnel. Ça va même au-delà des cryptos, hein. Il faut se comprendre que Hyperliquide, la majorité des DEX perpétuels, c'était des traders crypto. Eux, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ramener tous les traders de la planète, des traders qui veulent, par exemple, qui sont limités dans leurs investissements et leur trading sur le pétrole, sur les matières premières, l'or et tout ça. Pour pouvoir trader 24-24, 7 jours sur 7, ils sont venus sur Hyperliquide. C'est ce qui fait le succès d'Hyperliquide. C'est qu'à un moment donné, ça génère des revenus. Ça, c'est très très important. Ça génère des revenus. Et ils ont un programme de buyback qui est super intéressant. Sur le côté buyback, il faut être complètement complet sur l'analyse. Moi, c'est surtout parce qu'ils génèrent des revenus. Parce que sur le côté buyback, il faut jamais l'oublier, ce ne sont pas les seuls à faire ça. Tron fait ça d'ailleurs, ça marche très bien, mais BNB le fait très bien. C'est pour ça que BNB résiste cycle après cycle. Faut pas oublier BNB, dès sa conception, il y avait 200 millions de tokens et leur objectif, c'est à chaque fois qu'ils génèrent des revenus, il y a une partie qui est utilisée pour acheter les tokens. Et l'objectif, c'est de passer de 200 à 100 millions. Donc combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Mais il y a une volonté de diviser par deux le nombre de titres. Et donc ça met une pression à l'achat, ça assèche aussi la liquidité. Moi, je dirais que ce qui fait la différence avec Hyperliquid, c'est surtout le fait que ce soit une cash machine. Je regarde très souvent, quasiment tous les jours, hein. Et quand vous regardez les revenus en 24 heures et les fees, c'est absolument dingue. Voilà, c'est absolument dingue. C'est plus de 2 millions. C'est entre un, si on est très très vague, c'est entre un et 3-4 millions. Certaines grosses journées, c'est 4 millions. Et ça génère voilà, des volumes assez dingues. Derrière Tether et Circle, la maison mère du USDC, la maison mère de l'USDT, eh ben, il y a personne qui gagne plus d'argent qu'eux, 2 millions par jour, 2-3 millions même. C'est absolument fou, hein, si vous vous faites annualiser, et ça tourne 7 jours sur 7. Bientôt, ils feront le milliard de revenus par an, et imaginez, une partie est utilisée pour acheter du token. D'ailleurs, c'est ce que va faire Metaplanet, et je pense que la stratégie est pas trop mal. Metaplanet va faire du rachat d'actions. Et surtout, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le faire, et c'est complètement logique, et ça va permettre peut-être à l'action de rebondir, c'est que vous avez un indicateur qui est intéressant, c'est le MNAV. Le MNAV, c'est la valorisation de l'entreprise par rapport à
leurs avoirs en bitcoin. Par exemple, s'ils ont pour 100 millions de bitcoin, mais que l'entreprise est valorisée 90 millions, bah, le MNAV, il est à 0,90. Ça veut dire que le marché valorise moins l'action que juste ses possessions, parce que c'est essentiellement des avoirs en bitcoin. Et donc, ça veut dire quoi en général? Très souvent, c'est que le marché anticipe une baisse plus violente du bitcoin. Et donc, ça va se rééquilibrer. Mais mathématiquement, normalement, le MNAV devrait être à 1. Ça veut dire que le marché devrait valoriser exactement leurs avoirs en bitcoin. Quand on est dans un marché ultra haussier, comme sur stratégie, bah, le marché se dit que le bitcoin va exploser. Quand, vous savez, quand on est en bull market, ça y est, le bitcoin va aux millions de dollars et autres. Et donc, on a tendance à un peu survaloriser, voilà, comme une entreprise où on se dit qu'ils vont faire des bénéfices dans le futur. Et là, le marché sous-valorise parce qu'il se dit que le Bitcoin va aller plus bas. Et donc, quand le Bitcoin est quand leur valorisation d'entreprise est plus basse que leurs avoirs en Bitcoin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont peut-être racheter des actions pour le ramener à 1. Donc, c'est intéressant, c'est une nouvelle stratégie. Metaplanète, c'est le stratégie japonais. Ensuite, Zcash, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, mais moi, pour moi, c'est un mal pour un bien, parce que ils se sont bougés, voilà, ils se sont fait attaquer. Claude a mis en évidence des failles de sécurité qui sont monstrueuses, hein, la capacité de créer des tokens à l'infini. Et donc, ils ont finalisé tout le plan, et en fait, ils vont mettre ça à jour en juillet. Plus vite ils le font, mieux on se portera. Mais vous voyez, Claude, ça a eu un gros impact, mais un impact pour moi positif. C'est comme un audit de code informatique gratuit, fait gratuitement par Claude. Et donc, très bonne nouvelle parce que ça les a fait bouger et se remettre en cause, revoir leur copie. Et c'est comme un stress test, on appelle ça. Voilà, c'est un stress test. On a mis le truc en condition et ça sera positif pour Zcash. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'ils vont faire ça sur tous les projets blockchain, hein, je pense. Ils devraient faire ça sur le Bitcoin d'ailleurs, imaginez. Donc ensuite, au niveau de la map, on a des belles perfs, hein. On a WorldCoin, on a ZEC. On va aller voir l'autre nanar d'Humanity, parce qu'il est plus dans le top 100, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, est-ce que ça peut rebondir? Moi, ça ressemble à un pump and dump assez classique. Voilà. Donc là, la raison, c'est qu'il y a eu un exploit de 30 millions. Le truc vaut 347 millions. Imaginez, ça valait des milliards, hein. Comme ça valait 77, ça en vaut. Waouh, c'est incroyable. Ça valait 4 fois ça, hein, moins 75%. Ça valait 1,4 milliard le bousin. Donc avec 30 millions d'exploits, bah, ça a perdu 1 milliard. Voilà, 1 milliard en une journée. Donc on reste à l'écart de ce genre de daubasse. Voilà, pour moi c'est de la grosse daubasse, ça sert à rien. C'est comme l'ab, je veux même pas savoir ce que c'est. Regardez, ah bah c'est en train de se retourner, tiens. Pump and dump classique, le truc vaut rien, on le fait exploser x5 et ensuite les gens ici commencent à acheter et là on leur dump les tokens. Comme d'habitude, c'est le plus dur, c'est de rester à l'écart de tous ces tokens-là. Donc il y a un indicateur qu'on aime beaucoup sur la chaîne, c'est le Gaussian Channel en weekly. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les altcoins n'ont jamais perforé? Là, c'est la market dominance. Donc c'est le poids du Bitcoin par rapport à tout l'ensemble du secteur des cryptos. Il est passé de 40 à 66%. Donc là, il reprend de la dominance et jamais il s'est retourné. Donc il avait fait ça au précédent cycle, 2019-2020. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Il passe du vert au rouge et là, boum, à un moment donné, il s'effondre. Donc là, si on le revit, honnêtement, ça sera énorme. Là, par contre, on fera une soirée sur les champs et tout. Donc ça chute complètement. On passe de 73 à 49. Donc pendant cette phase, honnêtement, n'importe quel nanar dans les cryptos, il faisait x10, il faisait x20, il faisait des trucs de fou. Parce que pendant ce temps-là, le Bitcoin faisait de la belle perf, hein. Sauf que les altcoins bah, faisaient encore plus de perf. Donc ça, on le connaît. On est en train de basculer. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un effondrement. L'indicateur, donc ça, je vous l'avais déjà communiqué. À chaque fois que je regarde le Gaussian, j'oublie de regarder les moyennes mobiles, parce que les moyennes mobiles, c'est très très intéressant. Les moyennes mobiles, vous connaissez les crosses. Le plus connu, c'est le cross ultime, c'est moyenne mobile 50 qui croise la moyenne mobile 200. Mais la dernière fois qu'il a fait ça, en fait, c'était le début de la fin déjà. Donc là, l'Alcon Season du dernier cycle, j'étais présent, c'était des moments fous, c'était très très dur de dormir à ce moment-là. Je vous souhaite de vivre ça. Franchement, on le mérite vraiment pour tous ceux qui me suivent depuis tant d'années. En fait, l'Alcon Season se passe à quel moment? Quand vous avez crossé entre la 50 et la 100 et 50 et la 200, c'est le début de la fin en fait, parce qu'après ça a latéralisé et le Bitcoin a repris sa dominance. Mais c'est la fête, elle n'a pas duré longtemps.
Elle a vraiment pas duré longtemps. Souvenez-vous, c'était novembre, donc là, c'est le Bitcoin qui a d'abord explosé fin d'année, je me souviens. Et à partir des débuts 2021, énorme, ça a duré quelques mois, 4-5 mois quand même. Et là, ça s'est effondré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les altcoins explosaient le Bitcoin. Donc il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus à ça. Moi, je continue à y croire. Je ne lâche pas l'affaire. Voilà, je ne lâcherai pas l'affaire tant que j'aurai pas eu ce genre de pattern. Et donc, vous voyez qu'entre le croisement 50 moyennes mobiles, 50 moyennes mobiles 100 en weekly jusqu'au 50-200, bah, c'était la fête. Et là, regardez, est-ce qu'on a quelque chose de magnifique? Je ne sais pas, mais c'est en exclusivité, vous le verrez nulle part ailleurs, ça. Ni des youtubeurs français, anglais, espagnols, ce que vous voulez. On est les seuls à travailler ce truc-là. Les moyennes mobiles, je les travaille énormément, je les exploite énormément. Regardez, moyenne mobile 50 avec 100. Donc là, tout de suite, on est sous les moyennes mobiles qui deviennent des résistances. On a toujours la MM200. Et donc maintenant, hop, on va revenir. Maintenant, ce qu'on veut voir, pif paf, c'est la dominance, c'est vivre cette phase-là. Donc est-ce que ça va faire ça? Ça va chuter? C'est complètement possible, mais peut-être que là, on est en train de vivre. Et faut pas oublier un truc, c'est quand on a fait 50-100, ça a d'abord explosé, le Bitcoin est parti, parce que c'est toujours le Bitcoin qui part, et ensuite, boum, les altcoins. Donc là, on est peut-être aux prémices de quelque chose d'énorme. En général, l'altcoin season, bah, quand il y a eu ça, c'était 2-3 semaines après, on a eu l'altcoin season. Mais avant, encore une fois, on s'est pris une muflée, hein. Encore une fois, c'est le Bitcoin qui est parti tout seul. Donc ça, c'est énorme, je voulais vous le partager. Et comme ça, si vous avez apprécié cette petite analyse de la Bitcoin Dominance, n'hésitez pas, petit like, petit abonnement. Et comme on le dit souvent, ça ne mange pas de pain. Ce que je vous propose, c'est de regarder en 16 heures. C'est pas mal 16 heures parce qu'on est en years to date. Regardez, depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, c'est exactement comme en 2022. On s'est tapé une petite fake hausse. Voilà, la petite hausse du début d'année. Et ensuite, de la douillax. Ça chute, ça chute, ça chute. Et on voit les moyennes mobiles 50-200. Et là, ce qui va être important, maintenant, et si vous pouvez regarder dans des time frames plus petites, mais moi, je descends pas en dessous de 16 heures. Des fois, je regarde un peu en 8 heures, mais en 16 heures, c'est intéressant. C'est que maintenant, il va falloir se remettre d'équerre. Ce sont des résistances. Il va falloir d'abord exploser la 50, ensuite exploser la 100 et ensuite viser la 200. Et là, on commencera à être au-dessus de toutes les moyennes mobiles et ensuite, ça se remettra d'équerre et on espère qu'à un moment donné, ça va pas nous refaire, hop, on explose tout et ensuite on repart dans l'autre sens. Donc au niveau d'Ethereum, voilà, ça repart à zéro. On est toujours sur un. Moi, je dis qu'il faut faire très attention en ce moment. À court terme, voilà, est-ce qu'on va pas se taper ce genre de fake et aller plus bas? Donc c'est ce qu'on veut éviter. Et je vais juste passer en revue les gros altcoins, Ethereum, XRP, ouais, qui sont tous en train de replier. Il faut faire attention. Il faut prendre le temps. Et après, sur le Bitcoin, si ça descend beaucoup plus bas, on va se mettre maintenant en quotidien. Peut-être ça va descendre beaucoup plus bas. Et je pense que sous les 60, il y aura des très très belles opportunités sur le Bitcoin. Donc ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout.